Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. On parle aujourd'hui du personal branding. Alors vous en avez entendu parler, mais pour tous, comment ça marche exactement? Lorraine Weber est avec nous, elle est notre invitée, elle est la directrice générale de Rosa Rice, elle va tout nous expliquer. Le cercle RH, un grand entretien pour se préparer à l'essor de l'IA en entreprise et on donnera la parole à un entrepreneur qui cartonne, Hugues Galambrin, président de Septéo, une entreprise leader du software qui justement développe et intègre l'IA. On fera le point avec lui, puis on essaiera de découvrir un peu plus cet entrepreneur particulier. Et on terminera notre émission avec le livre de Smart Job, Agir sur les leviers invisibles pour transformer les organisations, édition Duno. Bénédicte Costéoda-Lamarck sera notre invitée, elle est la fondatrice de BeChange et vous l'aurez compris, elle est l'autrice de ce livre. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, et j'accueille Lorraine Weber. Bonjour Lorraine. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, directrice générale de Rosa Rice. C'est une filiale d'ailleurs d'une entreprise et c'est la branche Personal Branding. Tout à fait. D'abord, juste en quelques mots, parce que vous voulez le proposer à tous, on est donc tous un produit si je comprends bien. C'est quoi le personal branding? Alors, il y a plusieurs définitions. Moi, la définition que je préfère, c'est finalement l'ensemble des techniques marketing qui permettent à un individu de travailler son image de marque et de maîtriser sa réputation et son e-réputation. E-réputation. Voilà, e-réputation beaucoup sur les réseaux sociaux. Qui prend beaucoup de place, l'e-réputation. Beaucoup, de plus en plus. Concrètement, quand vous avez cette promesse de dire finalement le personal branding pour tous, ça veut dire qu'il était souvent destiné à des dirigeants, à des personnalités médiatiques, à des personnes qui étaient dans la lumière. Vous dites, c'est pas forcément, on peut aussi l'ouvrir à d'autres profils, à d'autres publics. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a connu là depuis le Covid une explosion des prises de parole des dirigeants sur les réseaux sociaux, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est plus de 93% des grands patrons des plus grosses entreprises françaises qui sont présents sur LinkedIn. C'est énorme. Mais c'est vrai que moi je suis persuadée qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'être président, CEO ou leader ou fondateur pour s'exprimer sur les réseaux. Au contraire, je pense que tout le COMEX, c'est-à-dire des fonctions de direction marketing, de DRH, de DAF, ont aussi leur place sur les réseaux sociaux. Et on parle aujourd'hui de beaucoup d'employés de Vocacy. C'est comment les salariés deviennent ambassadeurs de leur marque, influenceurs de leur entreprise. Et ça aussi, ça prend beaucoup d'essor. Les salariés, d'ailleurs, si j'ai bien lu, dans certaines entreprises, sont rémunérés. C'est-à-dire qu'ils découvrent en fait que ce salarié est un influenceur qui s'ignore. Et puis l'entreprise lui dit, mais tu voudrais pas, avec une prime, vous êtes confirmé ça? Tout à fait. En fait, maintenant, il y a des programmes d'ambassadeurs mis en place dans les grosses entreprises qui ont les moyens, où ils proposent effectivement à certains salariés d'être rémunérés. Alors, c'est pas forcément des rémunérations financières, mais ça peut être des avantages, des gratifications qui les motivent évidemment à les poster sur les réseaux. Et Lorraine, vous nous dites, il n'y a pas que le dirigeant ou il n'y a pas que la personnalité en vue, il faut aussi que le COMEX et les autres s'engagent. C'est quand même un changement de culture, parce qu'il y a beaucoup de personnalités de l'ombre dans les COMEX. Il y a des gens qui se cachent derrière le dirigeant et qui se disent c'est lui qui parle à notre place. Là, vous dites, en fait, il faut engager tout le monde. Dans quoi? Dans une stratégie de visibilité, dans du message un petit peu, un feu d'artifice de message? Tout à fait. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans l'ombre. D'ailleurs, c'est une stat intéressante, c'est qu'il y a encore très peu de femmes qui prennent la parole parmi les leaders. Aujourd'hui, ça reste quand même un exercice qui est assez masculin. Dans le top 100 des leaders les plus influents sur LinkedIn, il n'y a que 20 femmes. Donc, il y a encore des gens qui restent un peu à l'abri de ça. Mais ça tend vraiment à changer. La jeune génération, des femmes aussi leaders, prennent de plus en plus la parole. Et effectivement, je pense que tout le monde a intérêt maintenant à prendre la parole. Pourquoi? Parce que c'est une vraie demande des consommateurs. Aujourd'hui, il y a quand même une crise de confiance des consommateurs envers les marques, beaucoup de défiance à travers les différents scandales qu'on a pu connaître, scandales alimentaires, etc. Et c'est vrai que les consommateurs réclament aujourd'hui de la transparence, de l'authenticité, et c'est vraiment ce que permet une prise de parole de dirigeants ou de membres d'un COMEX aujourd'hui. Donc, vous dites finalement qu'à travers la vidéo, à travers l'image, on peut transformer l'image d'une entreprise, on peut lui donner une autre couleur, on peut même contrer peut-être, en allant un peu loin, une mauvaise pub. Tout à fait. Là, on n'est pas loin de la com de crise. On a tous connu des scandales, des gros scandales liés à des marques, et une bonne com de crise. Shine, voilà. J'aimerais pas gérer la com de crise en plein dedans. Et on connaît tous des très bonnes stratégies de com de crise qui ont réussi à sortir l'entreprise de ce scandale. Donc effectivement, on peut
travailler une image. Alors, modifier, donner une fausse image, j'y crois pas, mais en tout cas, on peut vraiment donner la couleur qu'on a envie de donner. Vous, dans votre mission, Lorraine, avec vos équipes, il y a quand même un travail en amont. Une fois que vous avez dit à la personne, écoute, il faut que tu sois l'ambassadrice, bon, ça se dit en 10 secondes. Ensuite, il faut quand même écrire quelques messages, il faut que la personne les incarne, il faut qu'elle soit un peu charismatique, il faut qu'elle se forme. Comment on accompagne aussi une personne qui vous dit « mais moi, je ne sais rien faire ». Alors, c'est une bonne question. C'est pour ça que des structures comme Rosa Rise existent. C'est que là, nous, on est vraiment là en support. Moi, quelque chose qui est important que j'explique à mes clients, c'est que je ne vais pas faire tout le travail à leur place parce que le succès d'une prise de parole sur LinkedIn, c'est vraiment l'authenticité. Donc, l'authenticité, ça veut dire quand même qu'il y a un travail main dans la main avec le dirigeant. Moi, je suis là pour les aider, leur donner une méthodologie, des tips sur l'algorithme LinkedIn, par exemple, les aider à trouver leur territoire d'expression, leur tonalité. Et après, on travaille main dans la main. Et puis, on les rassure parce qu'il y a beaucoup aussi d'idées reçues, de peur, de crainte. Oui. Et on est là aussi pour un peu les rassurer sur leur prise de parole. Les rassurer sur leur prise de parole et sur le fait qu'ils s'exposent. Parce que je le redis, c'est pas toujours simple dans des grandes entreprises, voire même des plus petites, de tout d'un coup se retrouver dans la lumière, d'avoir des likes ou des gens qui... Encore que le réseau LinkedIn est plutôt un réseau très correct, mais des gens qui vous challenge. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est beaucoup de dirigeants qui refusent d'aller sur des sujets trop polémiques, trop liés à la politique. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de patrons qui prennent position sur des sujets sociétaux forts, voire même qui prennent part au débat politique. Clairement. C'est pas le cas de tout le monde et tout le monde ne doit pas aller sur ce terrain-là. Il faut avoir quand même les capacités d'aller sur ce terrain-là. Donc moi, je pousse pas forcément tous mes clients à aller sur ce registre-là. Avant de nous quitter, Lorraine, est-ce qu'il n'y a pas un risque et évidemment, la vidéo prend une telle place sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Est-ce qu'il n'y a pas une uniformisation de la parole quand on poussera tout le monde à devenir finalement le produit de lui-même? C'est possible, et d'ailleurs, c'est un peu la première critique, la critique qu'on a un peu sur LinkedIn aujourd'hui. On commence à avoir beaucoup de prises de parole, un peu trop, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut se faire accompagner de professionnels, parce qu'il faut mesurer, il faut surtout rester en phase avec les valeurs de sa boîte, et pas essayer de transformer, d'être surprésent, omniprésent, il faut doser. Et amener de la qualité. Et amener de la qualité, évidemment. C'est pas de la quantité, c'est souvent de la qualité qui prime. Merci Lorraine Weber. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, directrice générale de Rosa Rise, et qui est une des filiales de Rosa Paris, du groupe Havas. Tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page. Tiens, le chef d'entreprise qui va venir en grand entretien, je suis persuadé qu'il va vous intéresser. Il a lui aussi créé finalement ce personal branding. Il a créé une pépite des softwares, des logiciels software. On l'accueille justement pour à la fois parler de sa réussite entrepreneuriale, mais aussi pour s'intéresser à la place de l'IA dans cette entreprise software. On fait le point avec lui. C'est le grand entretien et j'accueille Hugues Galambrin, qui est le président de Septéo. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec une pépite, l'entreprise Septéo, et une très belle et incroyable aventure entrepreneuriale. J'accueille son président, Hugues Galambrin. Bonjour Hugues. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Jobs. Grand entretien à la fois pour parler avec vous aujourd'hui, parce que vous faites du software et vous avez grossi, et on va en parler, et parler d'IA évidemment, parce que l'IA est là, bien présent. Mais d'abord, quelques mots sur vous, parce que c'est aussi l'intérêt d'un grand entretien. Quand on regarde l'évolution de notre entreprise, d'abord, vous venez de Montpellier, vous êtes un des plus gros employeurs du bassin, si j'ai bien lu. L'entreprise a grossi, vous êtes aussi un homme passionné de sport. Vous dites que ça vous colle à la peau, mais le club de rugby de Palavas, entre autres, parce que vous floquez du handball, du volleyball, et vous êtes très impliqué dans le sport. Juste une question personnelle, le sport, en quoi le sport vous a aidé à construire? Je sais que vous êtes un sportif et un judoka ceinture noire. En quoi le sport vous a aidé à structurer l'entrepreneur que vous êtes? Il me faudrait beaucoup plus qu'une émission pour vous expliquer ça, parce que c'est quasi philosophique. Je pense d'ailleurs qu'on ne fait pas assez de sport de façon générale dans le monde éducatif. Je pense qu'être bien dans sa tête et dans son corps, c'est un élément fondamental pour être à l'aise sur le plan professionnel, quelle que soit la mission qui est la sienne. Alors moi, il se trouve qu'en plus, je suis judoka à la base. Alors j'ai fait à peu près beaucoup de sports collectifs par ailleurs. Et c'est important d'ailleurs d'allier le sport collectif et le sport individuel. Et le judo, en plus, c'est autre chose. Le judo, ce sont des valeurs.
beaucoup de respect pour la performance et respect pour le maître, respect pour l'intelligence que revêt d'ailleurs le prof, parce que le judo, c'est aussi l'art de la souplesse. Voilà, donc c'est presque un sport éducatif. Le judo, d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont au judo au départ pour des raisons éducatives et beaucoup qui s'arrêtent vite, malheureusement, parce que c'est un sport qui est très difficile, physiquement extrêmement exigeant. Mais je pense, pour répondre de façon définitive à votre question, pas définitive, mais je ferme le banc sur cette première question, ouais. C'est le sport est essentiel. Le sport est essentiel. Pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Pour être bien dans son corps, il faut être bien avec soi-même. Le sport vous apporte ça. Et beaucoup de modestie aussi, parce que dans le sport, on gagne, et c'est formidable, l'excitation et on perd beaucoup. Il faut apprendre les échecs. Et il faut apprendre à se relever. D'ailleurs, vous noterez que le judo, on vous apprend d'abord à chuter. Chuter, exact. Voilà. Et la chute en judo, si vous regardez une chute avant en judo, c'est une chute où on se relève tout de suite. On est debout. Donc, voilà pourquoi le sport est, de mon point de vue, un exercice. Toutes les métaphores d'un sport dans la réussite d'une entreprise. 3167 collaborateurs, peut-être que j'en oublie quelques-uns parce que vous grossissez très vite. C'est une entreprise qui fait du logiciel software. En un mot, est-ce que vous imaginiez que Septéo allait arriver là et vous n'êtes pas en train de vous arrêter et de freiner? Vous êtes encore en train d'accélérer à l'international, on y reviendra. Quand vous regardez dans le rétro, vous dites on a fait un boulot de dingue? Non, on se dit jamais ça parce qu'en fait on le vit au quotidien, donc on voit toujours plus haut. Donc en fait, on voit toujours ce qu'il nous faut faire demain et rarement ce qu'on a fait hier. Et je pense d'ailleurs que ce que je dis là vaut pour 95% des entrepreneurs de France. Ouais, ils regardent devant, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, actuellement, dans la période aujourd'hui, qui est quand même une période un peu compliquée pour les entrepreneurs, où quand même on a l'impression quand on est entrepreneur qu'on a piqué dans la caisse. Il n'y a pas plus optimiste qu'un entrepreneur. Si vous n'êtes pas optimiste et que vous êtes entrepreneur, il y a un problème. Vous n'y arrivez pas. Donc c'est pour ça que quand vous dites on a fait un travail de dingue, non, on a fait notre travail. On l'a sans doute à peu près bien fait pour en être là, mais en aucun cas on regarde tellement derrière soi. On va parler du déploiement d'IA, de votre stratégie IA, tant vers les collaborateurs, parce que 3167 collaborateurs avec des pays, la Tunisie, l'international, on y reviendra, avec aussi la stratégie d'intégrer l'IA dans le software, ça c'est une nouvelle étape. Quand même sur le plan humain, moi, je vous ai entendu sur le BIG faire une petite conférence d'une dizaine de minutes, où vous disiez des choses, et nous on est une émission RH, je veux pas de silo, je veux pas de verticalité, je veux quelque chose de très horizontal, je veux des managers engagés, je veux créer une sorte de quoi ? De dynamique positive. C'est pas exactement les mots que vous utilisez, mais c'était ça l'idée. Ça vous est chevillé au corps, cette stratégie-là. Jeune entreprise, horizontalité, autonomie. Est-ce que c'est ça un peu la philosophie de Septéo ? Oui, on peut dire ça. En fait, il y a 3 mots qui caractérisent un petit peu la politique RH de Septéo. La première, c'est la responsabilité. On pourrait en parler longuement sur la notion qu'est-ce que la responsabilité, mais la notion de responsabilité est très forte. Donc, pour donner de la responsabilité à chacun de ses collaborateurs, il faut quand même leur laisser de l'espace. Et il ne faut pas non plus leur mettre une hiérarchie insupportable au-dessus, parce qu'ils ne comprennent plus du tout le sens de leur mission. Donc, la responsabilité est un élément important. Le deuxième élément qui est tout aussi important, c'est la performance. Parce que la responsabilité va de pair avec la performance. Si vous demandez à un collaborateur d'être responsable, mais il n'a pas de performance à sortir, la responsabilité n'a aucun enjeu. Oui, exactement. Qu'on vient au sport. C'est les 3 critères que je vais vous exprimer là sont des critères que vous pouvez appliquer à tous les sports collectifs. Et pas que collectifs d'ailleurs, individuels également. Et le 3e élément, c'est le plaisir. Parce que si vous êtes responsable, vous allez prendre du plaisir et vous allez avoir de la performance. Si vous êtes performant, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Si vous avez pris du plaisir, vous allez devenir responsable, etc. C'est le cercle vertueux de la performance dans l'entreprise. Et ce cercle vertueux de la performance d'entreprise, il est défait par les liens hiérarchiques, par les silos qu'on crée partout dans les entreprises dès qu'elles grandissent. Mais nous aussi, on est confrontés à ces problématiques-là. C'est-à-dire, en grossissant, vous êtes confrontés systématiquement aux silos et aux strates hiérarchiques. Et je passe mon temps à essayer de casser ces silos et à casser ces strates hiérarchiques.
Vous avez décidé de prendre la parole, de vous exprimer là, dans les médias et un peu partout, parce que vous dites, bon, bah, Septéo, c'est très bien, ça vivait un peu en vase clos dans le département, non pas de l'Hérault, mais de Montpellier. Là, on sort de l'ombre, et vous sortez de l'ombre aussi pour expliquer que, en plus du software, de vos logiciels qui sont un peu dans notre vie quotidienne, hein, vous dites que quand on se marie, vous êtes beaucoup dans les logiciels de notaire, d'avocat, donc un peu le quotidien des Français, sans savoir que Septéo est derrière. Ouais. Vous dites, on va aussi lancer un déploiement de formation IA. Pourquoi vous accélérez sur ce sujet? C'est le moment? Vous y croyez? En fait, il y a toujours deux jambes dans l'IA. Il y a la jambe interne et la jambe externe pour les entreprises comme les nôtres, qui sont des entreprises de la technologie. C'est les entreprises du software qui sont obligées d'intégrer dans leurs produits des nouvelles technologies tout le temps, tous les jours. Et l'IA arrivant, forcément, l'ensemble de nos professionnels vont travailler de façon très différente. Et nous, on est des acteurs de la transformation de la vie économique française. D'ailleurs, je ferai une discussion. Le deuxième élément, c'est comment, effectivement, on utilise l'IA en interne, mais on utilise pour dire, c'est pas une techno tout à fait comme les autres, l'IA. C'est une techno qui disrupte beaucoup et qui va donner beaucoup de force à lui-même, mais qui va donner des compétences et qui va obliger à des compétences différentes. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, c'est très clair. On va avoir besoin d'humains humains. C'est-à-dire encore plus humains. Voilà. C'est-à-dire on n'a pas besoin de techno dans les entreprises. On a besoin d'être doué d'émotions. Mais accompagné d'un outil qui peut être l'IA. Les outils, effectivement, seront à leur place. Et les outils seront sans doute beaucoup plus performants demain avec l'IA. Mais on aura besoin encore plus de la transpiration d'humanité dans le corps de chacun d'entre nous. Donc cette espèce d'équilibre, et malgré tout, vous l'implémentez en interne, ça c'est une volonté et c'est évident. Il y a quand même l'enjeu international. Quand on parle de software et de logiciel, l'inconscient collectif se dit, bon, c'est des boîtes américaines. Septéo, c'est une entreprise française, mais c'est intéressant de valoriser aussi l'entrepreneuriat français sur ces sujets. Parce qu'il y a une telle mainmise de l'Inde, de la Chine et des États-Unis. Parce on passe souvent LLM, bien qu'on ait Mistral en français, mais on passe souvent LLM. Alors LLM, c'est vrai que c'est beaucoup américain, chinois, un peu français, du coup, un peu européen. Mais on ne pense pas à la façon dont l'IA va se projeter dans la vie de tous les jours, notamment dans le B2B. Et qui va transformer l'ensemble de ces métiers dans la vie professionnelle? Ce sont des acteurs du software. Et ça, je crois qu'en France, on passe complètement à côté. Alors, on fait très attention à nos industries de l'armement, normal, et on a bien raison. Surtout en ce moment. On fait très attention à nos industries dans la santé, et on a bien raison, parfait. Mais l'enjeu de demain, c'est la data. Et c'est la transformation digitale de la vie de la nation. Et ça, on passe complètement à travers. Ce sont des boîtes du logiciel, des boîtes de software qui font la différence. Est-ce que vous êtes capable de me citer des grandes entreprises du software françaises? Personne n'en cite une. Alors, vous êtes capable de citer Mistral, de 3 ou 4 startups ici ou là. Bon, c'est très bien, il en faut des startups. Citez-moi les 3 ou 5 plus grandes entreprises du software françaises. Septéo, mais il y en a d'autres. Voilà, et donc je ne suis pas là pour la porte-voix de mes collègues et de mes confrères, mais c'est le par rapport à l'en-même que sur le plan stratégique, tout va se passer dans le software demain matin. Et l'IA va être portée par des acteurs français du software. Parce que l'IA sera aussi intégrée dans le software. Bien sûr. Et c'est ces boîtes du software qui vont transformer le monde de demain. La vie économique française, dans chacun des métiers, alors nous, dans nos verticaux, effectivement, on va transformer avec des IA, mais Dassault Systèmes dans son domaine, Cegid dans son domaine, et d'autres, là je vous ai cité quelques grands acteurs du software aussi en français, mais chacun dans son domaine va transformer évidemment en apportant des solutions d'IA. Mais vous, le dirigeant que vous êtes, donc qui pensait d'abord l'optimisme et qui pensait loin, qui pensait devant, c'est quoi la R&D qu'on déploie? Parce qu'il y a quand même énormément d'investissements en software déjà en R&D, de base, mais en plus en IA, il faut encore plus apporter des solutions et travailler. Je pense que vous êtes dessus. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est à la fois des outils, à la fois des compétences, de la formation, et c'est aussi souvent des briques technologiques. On achète pas mal de briques technologiques
pour apprendre à fonctionner différemment. Parce que, vous savez, je crois que c'est Schweitzer chez Renault, quand il avait lancé, alors je peux me tromper, donc j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est lui qui avait lancé Dacia. Et je me rappelle d'une phrase qu'il avait dit. Marc Roumen. Voilà, et il avait dit, en fait, je ne pouvais pas le lancer chez Renault. Parce qu'en fait, le modèle était tellement différent, il avait fallu que je c'est lui, c'est Schweitzer. Voilà, il avait dit, il faut que je fasse un laboratoire à côté. Je ne sais pas si ça marchera ou si ça ne marchera pas, mais il faut que ce soit complètement différent. Et bon, là, ça a marché, on se rappelle que des succès d'ailleurs. C'est comme pour Tesla, qui n'est pas créé par General Motors. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, il faut absolument, qu'est-ce qu'on fait? On déploie des labs à côté, et parce que d'abord, il faut aussi qu'on continue à fonctionner parce qu'on a des tas de clients, on a beaucoup de clients, donc il faut que les clients continuent à avoir leur Et en parallèle. Mais parallèlement et à côté, il faut qu'on réfléchisse différemment et qu'on s'organise différemment. Donc en fait, il faut acheter toutes ces briques et ces logiques de pensée différentes propres à l'IA. Avant de nous quitter, encore une fois, vous évoquiez l'optimisme, ça me fait penser à un sondage PwC pour les Échos là, qui est sorti il y a un an, où effectivement on voyait que les entrepreneurs étaient optimistes, hormis le contexte un peu incertain de budget et de débat politique. Comment vous vous projetez dans l'avenir là? Parce qu'on est dans un tournant technologique, dans une révolution technologique avec beaucoup d'incertitudes. Comment vous vous projetez, et comment vous projetez les 3167 collaborateurs de Septéo? L'optimisme en tant que tel n'est ni une vertu, ni pas une vertu. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est en fait très intéressant dans le virage qu'on est en train de vivre, c'est justement l'excitation d'être acteur d'une transformation sociétale fondamentale. Et je le disais hier, je recevais un prix de la lettre M à Montpellier, vous voyez, et en fait, en leur mettant, je disais, avant-hier, il y a mon fils qui est en 4e qui me parle du XVIe siècle. Il avait une leçon d'histoire. Je lui dis, l'histoire, ça ne s'apprend pas, ça se comprend. Et on comprend les transformations de la vie en comprenant l'histoire. C'est toujours un environnement. Je pense qu'on ne comprend pas le 16e ou 18e siècle, cette période de 16-18e. Si on n'a pas compris. Si on n'a pas compris qu'on avait découvert l'Amérique et qu'on avait découvert l'imprimerie en même temps, d'où la réforme, etc. Et on ne comprendra pas le monde qui arrive si on n'a pas compris que Internet est arrivé en 2000, qu'on a créé des gigantesques data centers et que l'IA est arrivée là derrière. Et que ce monde qui s'ouvre va être totalement transformé par ces inventions qui sont des inventions qui sont de nature non pas techno, évidemment technologique à la base, mais sociétale. Sociétale, parfaitement d'accord. Merci beaucoup, Hugues Lambrin, d'avoir fait un détour par le studio de Smart Job. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Président de Septéo, une très belle entreprise, une pépite et aussi une aventure entrepreneuriale humaine avec toutes vos équipes qu'on salue. Merci de nous avoir rendu visite et à très très bientôt. Merci. On tourne une page, on s'intéresse à notre invité et c'est tout de suite, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, pour accueillir notre invitée, l'autrice de ce livre, Agir sur les leviers invisibles pour transformer les organisations. Sorti chez Duno, les biais cognitifs, les modèles mentaux, l'inconscient du système. C'est un livre passionnant, extrêmement documenté. Et j'accueille Bénédicte Costedoa Lamarque. Vous êtes à la fois experte, conférencière, coach et 22 ans chez Airbus, Oui. Où vous avez vécu de l'intérieur l'organisation d'une immense entreprise. Oui. Quand on lit votre livre et qu'on s'y penche, alors d'abord ça commence par une préface d'un chercheur, un physicien éminent qui nous raconte qu'un gourou indien lui parlait du mouvement des vagues qui venaient, qui repartaient. C'était un livre assez philosophique et psychologique. En fait, vous comparez l'entreprise à un être humain. Oui. Si je dois résumer ce livre, il est doté d'une conscience, il a des biais, il a des difficultés. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut tout à fait le dire. En fait, c'est une logique très systémique où, en fait, tous les systèmes sont à comparer à un organisme vivant. Donc, je suis un système avec mes différentes parts, physiques, psychologiques, émotionnelles, culturelles, éducatives, etc. Et c'est pareil pour un système plus large comme une organisation qui est un organisme vivant avec ses parties visibles, les process, la structure, l'organigramme et ces parties invisibles dont je parle dans le livre, effectivement. Alors, vous parlez de la partie invisible, l'inconscient du système se matérialise. Ça, c'est la page 82 qui est un chapitre qui est passionnant, avec cette phrase de Jung: « Nous ne devenons pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant nos propres ténèbres ».
c'est vrai pour un être humain, puisqu'il évoque un être humain. Là, à l'époque, il ne se projetait pas dans l'entreprise. Oui. L'entreprise doit aussi faire cette espèce de travail sur elle-même, de travailler ses ténèbres pour aller vers la lumière, c'est ça? Oui, exactement. Mais quand on le présente en disant travailler ses ténèbres, ça peut faire peur. Parce que, par principe, c'est sombre. Depuis qu'on est petit, il y a quand même la peur du noir, qui est une peur un petit peu ancestrale. En réalité, il s'agit de regarder. L'idée, c'est de se dire qu'on est polarisé. Et donc, on a à la fois une polarité lumineuse, qui est ce qu'on veut montrer, qui est confortable pour notre ego, pour l'image qu'on veut donner aux autres et à soi-même. Et on a une partie qui est moins confortable et qui est notre ombre. Et donc, celle-là, on la relègue aux oubliettes la plupart du temps. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, si on ne fait que regarder cette partie qui est confortable pour nous, ben, on va continuer à faire ce qu'on a déjà l'habitude de faire et donc on va arriver au résultat d'habitude. Si on veut vraiment se transformer, et c'est pour ça que je dis le potentiel de transformation, il est dans l'ombre, c'est parce qu'on va regarder ces parties qui sont des chemins moins usités, qu'on a moins l'habitude d'emprunter. Ce livre, vous l'écrivez aussi à travers votre expérience Airbus, à travers vos conférences, à travers l'accompagnement des entreprises. Oui. Vous faites un petit bémol sur les entreprises familiales, parce qu'il y a les très grosses entreprises comme Airbus, où là, ce sont des énormes organisations, en plus tentaculaires dans plusieurs pays, plusieurs régions. C'est une énorme entreprise. Puis il y a les entreprises familiales. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celles-là, lorsque vous les rencontrez dans leur système? Elles sont plus repliées, elles sont plus dures à pénétrer? En fait, c'est un double système imbriqué. Donc, il y a le système entreprise et le système familial à côté. Et donc, en fait, les rôles, les hiérarchies, par exemple au sein d'une entreprise, le DG, le RH, le DAF, etc., quel rôle il a dans la famille? Est-ce que c'est le papa, la mère, les enfants, les cousins? Et ça vient... Le gendre, parfois? Le gendre, exactement. Le cousin qui a pris la place du fils alors que le fils voulait, etc. Donc vous dites qu'il faut décrypter ça aussi. Donc en fait, c'est un double système imbriqué qui rend les choses encore plus stimulantes et complexes. Et qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux dirigeants? C'est un livre à la fois prospectif, où vous avez réfléchi à ces enjeux d'organisation. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se regarder en face, il doit mettre à plat, il doit faire un diagnostic. Comment on fait? Oui, alors en fait, j'ai fait plus que réfléchir, c'est-à-dire que j'accompagne les dirigeants et les comités de direction et les organisations plus largement avec cette approche-là. En fait, il s'agit déjà d'être prêt à se remettre en question, d'être prêt à regarder ce qui se passe réellement dans le système et à traverser ces zones d'ombre, en fait, ne serait-ce que les jeux de pouvoir, ne serait-ce que... À les accepter, à les regarder en face. Voilà, et en fait, mon rôle, c'est ça, c'est que je les amène à regarder, mais avec douceur, en fait, en respectant là où chaque système en est. Donc ça vous oblige à un gros travail d'audit, je m'autorise, d'observation et d'audit. Oui, pas forcément, en fait, parce qu'en réalité, dans ce qui va se passer dans notre interaction quand j'accompagne un dirigeant ou un codir, il va se passer ce qui se passe déjà chez eux. Ouais. Donc, sur le principe des reflets systémiques et du fait que, finalement, un système, c'est un hologramme, donc tout ce qui se passe à un endroit se passe à un autre endroit, donc chaque partie, dans chaque partie, on retrouve l'image du tout. En fait, je vais aussi être informée de ce qui se passe sans avoir à faire un audit immense de l'organisation, de ce qui se joue. Vous êtes passionnante, Bénédicte. Bénédicte Costedoa, Lamarque, autrice, experte de cette gestion des organisations et notamment sur les leviers invisibles, puisque c'est un peu votre passion et votre sujet d'accompagner ces entreprises. Merci de nous avoir rendu visite. Votre livre « Agir sur les leviers invisibles pour transformer les organisations » chez Duno. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Charles à la réalisation, merci à Nicolas Juchat évidemment, et merci à notre ami ingénieur du son. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages. Bye bye.